Bienvenue dans ce deuxième épisode de la DJ Story. Après avoir reçu Kung, je suis très heureux de recevoir un autre DJ français. Bob Sinclair est mon invité aujourd'hui. Bonjour Bob. Salut Bastien. On va retracer ensemble rapidement ta carrière. Plus de 30 facile. Plus de 30 ans de carrière. Déjà? Oui, ça fait déjà... Que le temps passe. Ah oui, un bail que tu es présent et c'est avec un grand plaisir que je vais essayer de reprendre tes moments clés dans ta carrière. Je vais commencer par une première question un peu philosophique. Quand est-ce que selon toi, Christophe Lefriant est-il devenu Bob Sinclair? Ah oui, d'accord, j'allais dire, j'attendais DJ. Mais il est devenu Bob Sinclair un peu par la force des choses, c'est-à-dire que... j'ai vu en 96-97, il y a le Homework, l'album de Daft Punk qui arrive et que bon, il y a un engouement sur la French Touch, sur le disco filtré, etc. Donc je me suis mis à acheter une musique un peu différente, du funk et puis du disco et puis pas mal de choses, d'augmenter le tempo et puis je vais pas dire, il y avait une tendance qui était là dans l'air si tu veux. Donc j'ai dit allez, on fait un maxi comme ça, un peu plus funk. Je venais de l'acid jazz et du trip hop, donc j'ai dit, tu vois, ça a été une évolution naturelle. Et puis on va chercher un personnage avec un nom disco. Donc je cherchais un nom un peu à la Céron, un peu à la Arsène Lupin, à la personnage en fait. À la James Bond. Ouais, à créer un personnage parce que je pensais pas qu'on pouvait faire une carrière d'artiste en tant que DJ si tu veux. Tu vois, en tout cas ça pouvait se faire sur le long terme. Donc j'ai dit tiens, j'aimais bien le film Le Magnifique avec Belmondo. J'ai dit tiens, Bob Sinclair, on va l'écrire Bob Sinclair. Et puis Sinclair, les Américains ils aiment beaucoup ça. Bon, on va faire un maxi sous ce nom-là. On va dire que c'est un mec à moustache qui produit. Je me suis mis totalement en arrière sur ce projet à la base. Et comme l'album a cartonné, je dis tiens, j'avais de la demande en tant que DJ. Je dis alors on continue. Justement, fin des années 90, tu sors ton premier album, Paradise, avec un titre qui va rester dans la mémoire, c'est Gym Tonic. Ouais, bien sûr. Est-ce que quand tu sors cet album, tu t'es dit... il y a eu beaucoup de problèmes autour de ce morceau Gym Tonic. Alors, d'une part Jane Fonda, la Motown et ensuite Thomas Bangalter. Comment est-ce que tu as réagi quand tout ça t'est tombé dessus et que c'était ton premier album? C'était le premier album déjà et à l'époque, les samples, tu vois, ça s'appelle les samples, je samplais des sons, tout n'était, on demandait pas l'autorisation pour tout. Donc en effet, quand j'ai fait un échange de remix avec Thomas Bangalter, parce que je faisais un remix de Stardust, il faisait un remix d'un titre à moi. Moi, quand j'arrive dans son studio, il m'a dit ah, bon, les éléments que tu m'as donnés, ils sont pas terribles, donc j'ai pris d'autres éléments, j'ai fait autre chose. Et il me sort, tu vois, la voix de Jane Fonda sur un sample de Motown. J'ai dit allez, je prends, tu vois, c'était un peu, tu vois, avec le recul, on dit ah, c'est une bombe atomique, mais au départ, mettre une nana qui fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back, qui fait de la gym sur un titre disco, c'est un peu borderline, tu vois, pour faire un lien, un petit lien. Donc je dis allez, moi j'imagine Bob Sinclair jouer dans les sessions de Jane Fonda, ça va être rigolo. Et l'album est sorti comme ça, si tu veux, sans clearer les samples, sans rien. Donc on sort des vinyles et les vinyles, on en vend 50 000 juste en vinyle. Et le morceau, les radios le prennent, ils font des edits, radio, ils le jouent. Et moi je suis un peu paniqué parce que j'ai pas clearé les samples. Donc déjà Jane Fonda nous appelle en disant nous réclame de l'argent qu'elle veut pas, voilà, donc on finit par payer. Ensuite, il était convenu que je ne sorte pas le titre en single, et ça je ne l'ai jamais fait, donc c'était tout. Et Warner, la maison de disques à l'époque, a sorti un vinyle promo. En Allemagne, exactement. Et le vinyle promo s'est retrouvé au Canada dans un magasin de disques. Donc Thomas, il a vu ça dans un magasin de disques, il pensait que je l'avais sorti moi, tu vois. Donc il y a eu un malentendu, si tu veux, de-bas. Donc c'est pas vraiment des problèmes. Après, on s'est expliqué, bien sûr, il n'y a jamais eu de problème entre nous. On s'est revus plein de fois. Je travaille avec Pedro, enfin tu vois, c'était des petits. Alors on en a fait tout un flanc, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, donc les choses ne pouvaient pas s'expliquer naturellement. Mais voilà, on a tout clearé et tout est redevenu. Alors t'es tranquille avec. Ah ouais, non, Jen, on l'aime. On poursuit du coup avec 2 albums successivement, Champs-Élysées, puis ensuite l'album 3. En 2005, je pense que c'est vraiment l'année où ça bascule avec Love Generation, où là tu rentres dans une autre dimension. Alors pour beaucoup, Love Generation c'est la Starac, mais pas pour moi. Moi, Love Generation c'est la Coupe du Monde 2006, ouais. Avec ce clip où figurent en fait les 2 mascottes de la Coupe du Monde. Autant on a des infos sur la Starac, mais sur comment du pourquoi ça s'est fait avec les 2 mascottes de cette Coupe du Monde, enfin, on n'a pas énormément d'infos. En fait, le titre, je l'ai sorti en vinyle en avril 2005. Tu vois, et les DJ se sont emparés du titre, ils l'ont joué partout. Donc moi j'avais déjà une crédibilité street qui était importante, tu vois. J'ai besoin d'avoir le soutien des DJ. Ensuite, le titre m'appartient plus.
Donc ça commence à jouer en radio, Universal m'appelle pour signer le titre, et à partir du moment où Universal signe le titre, là c'est un rouleau compresseur. C'est-à-dire que la Starac cherche un nouveau générique, ils avaient un morceau de Céron avant, là ils prennent Love Generation, donc là boum, on est directement numéro 1 en France, et à la suite de ça, la Coupe du Monde, ils cherchaient vraiment un hymne, tu vois, donc pour l'associer avec Goléo, qui était la mascotte de la Coupe du Monde 2006. Et puis moi, tu sais, quand ça se synchronise avec beaucoup de choses comme ça, c'est que du succès derrière. Au final, ça te garde quand même une bonne... Enfin, ça reste une belle histoire, ce Love Generation. Non mais tu sais, Love Generation, c'est un morceau, c'est un accident. C'est pas une étiquette que tu as eu du mal à... C'est une très belle étiquette. Tout va bien, tu sais. 4 accords de guitare acoustique avec un chanteur de reggae, personne ne l'avait fait avant moi. Donc le titre, déjà, à la base, est inédit. Tu vois, c'est pas un titre que j'ai formaté pour les radios. Aujourd'hui, c'est un énorme tube et les gens le chantent encore et c'est génial. Mais quand je le fais dans ma cave, dans ma cave, et puis que je vais à New York, je cherche un chanteur et que je tombe sur un chanteur jamaïcain qui raconte des histoires sur sa grand-mère, etc., sur sa vie en Jamaïque, tu te dis c'est pas possible. Même quand je l'ai fait écouter la première fois à Guetta, à Joachim Garraud, ils m'ont dit ça marchera jamais. C'était le moment où l'électro était très fort, où la Swedish House Mafia arrivait, tu vois, les Axwell, tout ça, ils arrivaient avec leur label. David cartonnait aussi avec ses morceaux électro. Donc je me dis ça marchera jamais. Le fait que ça fasse un tube énorme, numéro 1 quasiment dans tous les pays du monde, j'adore. Après, il y a encore deux autres succès, World Hold Down et Rock This Party, qui vont vraiment te faire atteindre les sommets. Ouais, dans le même album. Trois morceaux avec une couleur différente, tu vois. C'est très important parce que si je fais 3 Love Generation, je me plante direct. Comment est-ce que tu arrives à gérer cette ascension au sommet et le fait d'avoir maintenant un statut à gérer? Ah, c'est bon, hein, quand tu as du succès. Et ce qui est bien, c'est que ça intervient après 10 ans de label Yellow Production, tu vois. Ça n'intervient pas du jour au lendemain. Donc les gens se disent c'est mérité. Les autres me découvrent sûrement du jour au lendemain. Et c'est la première fois qu'on demande à la télévision, par exemple à la Starac, qu'un DJ vienne jouer en live son titre avec le chanteur justement. Donc le DJ devient identifiable. Et pour moi, c'est encore mieux pour aller jouer partout dans le monde. Mon image, tu vois, on fait des flyers avec des photos. Et là, je pense que 2005, c'est à peu près l'année charnière, tu vois, l'année clé. Pour que les DJ, soient devenus... Le statut DJ est vraiment reconnu à part entière. Exactement. Après, tu sors aussi d'autres albums. Le dernier, c'est en 2013 avec je sais même plus carrément. Paris by Night, Paris by Night, exactement. Bon, c'est-à-dire que après, les plateformes de streaming arrivent, le statut du single revient en force, tu vois, on revient un petit peu comme dans les années 60. Justement, depuis 2013, il n'y a pas d'album de Bob Sinclar, c'est single après single. Est-ce que c'est parce que pour l'instant, il n'y a pas de concept qui permet de pousser un album déjà, ou c'est vraiment une vraie stratégie actuellement de se dire ok, les singles après singles ça suffit? Déjà, tu as entièrement raison, c'est qu'il n'y a pas un concept pour faire un album. Ensuite, c'est parce que les gens se créent leur propre album en faisant leur playlist sur leur plateforme. Donc ça ne les intéresse pas d'écouter un album en entier. Sauf si je construis un climat. Et peut-être, je dis bien peut-être, grâce à Nive, donc la chanteuse que j'ai rencontrée maintenant il y a quelques mois et avec laquelle j'ai produit le morceau Borderline. Si ça marche, si on fait un très gros single, à ce moment-là on en enchaîne un deuxième et j'aimerais bien produire l'album qui suit avec peut-être un concept de musique de film autour, musique d'ambiance, tu vois, avec des choses plus instrumentales parce qu'elle produit des choses fabuleuses. Donc on va voir. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard sur ce single Borderline. Tu parles de concept, tu as réussi à imposer des concepts entre guillemets aux gens pendant toute la durée du confinement, avec des lives qui avaient des thèmes précis. Moi j'ai découvert vraiment, pour être honnête, un autre Bob Sinclar, toute une part de ton univers que je ne connaissais pas. Est-ce que maintenant le public est plus réceptif à cette part aussi de ton univers à toi lorsque tu joues en live? Les gens ont toujours été réceptifs, puisque les gens qui viennent me voir, ils connaissent Love Generation, World Hold On, etc., tous les tubes que j'ai fait depuis. Là, déjà ceux qui m'avaient un petit peu tourné le dos, parce que j'étais devenu un DJ commercial, m'ont dit ah ouais quand même il a une culture musicale, bon on va le réinviter dans les émissions, il va faire de nouveau les papiers de Libération, etc. J'ai fait une presse comme jamais dans ma vie, tu vois, Télérama, etc. Ça a été monstrueux, tous les journaux télévisés, et je l'ai fait naturellement avec mon statut de DJ et pas en étant producteur avec d'autres artistes autour de moi, parce que je revendique mon statut DJ, je suis DJ à la base et j'ai la chance de rencontrer des artistes incroyables pour faire de la musique, et j'ai pu faire écouter aux gens la musique avec laquelle j'avais grandi et celle qui m'avait influencé. Et toutes les semaines, tous les jours, je leur donnais rendez-vous, mais toutes les semaines avec un thème, tu vois, que ce soit de la funk différent, funk, disco, French touch, house classique, etc. Et je leur faisais découvrir aussi ma culture musicale. Ça les a touchés, c'était vrai, tu vois. Il n'y avait pas de... Voilà, et je m'habillais différemment tous les jours. On passait un moment
ensemble. Justement, après, bon, une fois que cette période un petit peu compliquée est passée avec la fermeture des boîtes, tu reviens avec We Could Be Dancing. Tu signes un des tubes de l'été dernier. Et justement, avec ce morceau Borderline, tu es en passe de signer peut-être un deuxième tube de l'été. Alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, les DJ, on joue l'été, donc on produit des titres pour l'été. Bon, c'est un petit peu réducteur pour l'instant, mais en tout cas, je te dis peut-être que je vais faire un concept d'album pour plus tard. Bon, c'est la bonne période pour sortir des disques un peu dansants. Puis celui-là est un peu mélancolique, avec une jolie mélodie grâce à Nive. Et non, celui-là, je suis très fier. Bon, j'en suis fier de tous, mais celui-là est particulièrement. Moi, je surkiffe déjà. Je vais terminer avec une dernière question. Je t'en prie. J'ai vu dans une vidéo que tu avais rencontré Damso dans un bus. Qu'une collab ne s'est jamais faite, mais vous avez travaillé ensemble. Ouais, exactement. Je l'ai rencontré dans un bus. Ça aurait pu être le feat de l'année, Bob Sinclar Damso. Ouais, j'ai été le voir dans le bus et je lui dis excuse-moi de te déranger, tout ça. Il me dit ah Bob et tout ça. Et je lui dis j'aimerais que tu souhaites bon anniversaire à ma fille. Parce que si tu fais ça, je pense que je vais marquer des points. Tu vois. Donc il m'a fait une vidéo pour ma fille et il m'a dit viens, si tu es en studio un moment à Bruxelles, appelle-moi, on fait un truc. Et on a été en studio, on a fini un morceau. Et à la dernière minute, il m'a dit écoute, je le sens pas trop, non, ça marche pas. Au départ, je suis arrivé avec des prods un petit peu afro, et il préfère rester dans son univers. J'étais avec Yanné, à ce moment-là, un artiste belge avec lequel je travaille, et lui, vraiment, a commencé à produire des choses un petit peu plus hip-hop. Moi, je suis sorti un peu de la production, parce que c'est pas du tout ma musique. Et puis, le morceau était bien pourtant. Mais bon, écoute, lui, on a décidé autant. Il y a un morceau Bob Sinclar Damso et on l'entendra jamais. C'est à lui de décider. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci ta gentillesse. Fun Radio. Enjoy the music.